Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous célèbrent Noël en famille, à la lueur des bougies, dans un appartement chaleureux, beau et décoré, assis avec leurs proches, discutant, riant et échangeant des cadeaux. Mais ce bonheur que nous pouvons savourer une fois par an, beaucoup de personnes ne l'ont pas du tout, parce qu'ils se trouvent dans les tranchées avec leurs camarades, loin de leur famille, qui a une chaise vide à table réservée pour leurs proches au front. Il en était de même il y a maintenant 111 ans, lorsque beaucoup de nos arrière-grands-pères se faisaient face dans d'immenses tranchées en Europe de l'Ouest. La mort rôdait tout autour d'eux. Tout était boueux, froid et humide. Les uniformes sentaient en la sueur, le sang, la saleté, les rats et bien d'autres choses. Les vermines rôdèrent dans les tranchées et les positions, où les soldats devaient tenir pendant des semaines. Et cela entre camarades et les restes de frères d'armes tombés au combat. Au lieu de sentir le pain d'épices et les biscuits, ça sentait la décomposition. Au lieu de voir des guirlandes scintillantes, on voyait de longues lignes de barbelés. Au lieu de magnifiques sapins verts, on apercevait un no man's land, brun-gris, plein de destruction et de ravages entre les systèmes de tranchées allemands et britanniques. Ici, de nombreux amis, frères et proches des deux camps sont morts. Si l'on osait jeter un coup d'œil hors de la tranchée, on apercevait ici et là un soldat tombé dans le no man's land, qui n'avait pas réussi à regagner la tranchée à temps lors de la dernière attaque et qui n'a pas vu le matin du 24 décembre 1914. Les soldats étaient fatigués et déçus. Au début de la guerre, on disait qu'on vaincrait l'ennemi lors d'une guerre de mouvement rapide et qu'on serait de retour à la maison au plus tard pour Noël. Mais la réalité était tout autre. Les tirs de mitrailleuses nocturnes et l'artillerie tenaient les soldats éveillés et mettaient en leur nerfs à rude épreuve. Mais le matin du 24 décembre était différent. La pluie incessante sur le front de l'Ouest avait cessé, et la journée commença différemment des autres, avec un ciel dégagé et un peu de soleil. Brillait sur les uniformes des soldats mouillés. Il y avait quelque chose de particulier, presque de mystique, dans le fait que la météo soit clémente aujourd'hui, dans l'Ouest largement chrétien. Au lieu de l'artillerie et du feu des mitrailleuses, régnait un silence presque inhabituel. La seule chose qu'on entendait, c'était les appels entre les soldats des tranchées pourtant ennemies. Ils tentaient de profiter du beau temps pour récupérer leurs morts, restés sans sépulture dans le no man's land. Pour cela, il fallait cependant se coordonner avec l'ennemi, car il pouvait aussi mal interpréter l'opération de récupération comme une attaque ou une mauvaise intention. En même temps, cela lui donnait aussi la possibilité de récupérer ses propres morts. C'est ainsi que cela s'est passé. Britanniques et Allemands ont envoyé des soldats non armés dans le no man's land pour récupérer leurs camarades. Bien sûr, il y a également eu des contacts entre les forces ennemies et certains soldats. Les soldats ont vu l'ennemi de près pour la première fois, sans risquer d'être abattus. Et en regardant ces hommes, beaucoup remarquaient qu'ils étaient exactement comme eux. Ce n'étaient ni des bêtes, ni des monstres, ni des animaux sauvages, contrairement à ce que disait la propagande de leur pays. C'étaient de jeunes hommes du même âge, pour la plupart très jeunes, qui combattaient pour leur pays, avaient été mobilisés et qui, en réalité, auraient préféré être chez eux avec leur famille, plutôt que de devoir sortir leurs amis de la boue et les enterrer. Ils ont donc commencé à parler ensemble, surtout en anglais, car de nombreux Allemands apprenaient déjà cette langue ou avaient travaillé au Royaume-Uni. Parmi les équipes, il y avait aussi de nombreux officiers qui s'aventuraient dans le no man's land. Le lieutenant allemand Kurt Zemich du 134e régiment d'infanterie saxon a écrit dans son journal qu'il avait ordonné à ses hommes de ne pas tirer aujourd'hui, sauf si on tirait d'abord sur eux. Il a ordonné de placer de petits sapins sur les tranchées à l'aube et d'allumer des bougies que l'on pouvait voir tout le long de la ligne de tranchées. En faisant cela, ils ont été vus par les Britanniques qui se sont mis à siffler et applaudir pour montrer leur approbation. Un grand moment fort a également été lorsque quelques soldats britanniques sont arrivés avec un ballon de football et ont joué là où, il y a peu, régna la mort et la dévastation. Lui et l'officier britannique commandant étaient tous deux d'avis que cette journée était inimaginable et incroyablement merveilleuse.
Des soldats de son unité d'instruction. Buddy Gopi Needle, c'est une... Donc ce front Bab, sur le front ouest, il y avait de nombreux rapports indépendants provenant de différentes sections du front, où les soldats des deux camps déposèrent leurs armes et s'aventuraient donc dans le No Man's Land. De nombreux témoins oculaires ont rapporté des barbecues de porcs partagés, des coupes de cheveux et des rasages mutuels, des matchs de football et des échanges de bière, de vin, de tabac, de bonbons, de cigarettes et parfois même de vêtements et d'insignes. Sur un secteur du front français, un soldat allemand aurait même raccompagné un Français ivre jusqu'à sa position. Là, il l'aurait déposé devant l'épaisse barrière de fil barbelé afin que ses camarades puissent venir le récupérer. Ce jour-là, pour la première fois, des ennemis sont devenus des amis. Le capitaine britannique Sir Edward Earls écrivit dans le journal de son bataillon « Entre les Écossais et les Huns, il y a eu une fraternisation des plus étendues. On a échangé des souvenirs, partagé des adresses, montré des photos de famille, etc. L'un de nous a donné une cigarette à un Allemand. Et plus ce court cessez-le-feu durait et plus la nuit avançait, plus on savait que ce n'était qu'un événement passager. Les soldats se sont serré la main une dernière fois à la hâte, les derniers ont été échangés et ils se sont regardés une dernière fois dans les yeux. Et puis Faison est se retourné dans sa propre tranchée. Sachant pertinemment que les personnes avec qui on venait de partager un petit moment de normalité redeviendraient trempe des ennemis le lendemain. Sachant aussi qu'ils n'hésiteront pas à mettre fin à votre vie lors de la prochaine attaque pour protéger leurs camarades et tenir la tranchée. Aujourd'hui, on estime qu'au moins 100 000 soldats ont participé à la trêve de Noël sur le front de l'Ouest. Surtout des Britanniques et des Allemands, que l'empereur Guillaume jugeait déjà très proches du peuple, et dont la proximité entre l'Empire allemand et la Grande-Bretagne avait été souvent célébrée. Le plus étonnant dans tout cela, c'est qu'il n'y a pas eu d'ordre correspondant de l'état-major général ou d'une haute autorité gouvernementale qui aurait ordonné ce cessez-le-feu temporaire et cet acte d'humanité. Cela venait des soldats eux-mêmes, ceux qui étaient chaque jour au front, qui n'avaient pas vu leur patrie depuis longtemps et à qui leur famille t'a manqué en... Ils ont eux-mêmes décidé, au moins pour ce jour-là, de mettre fin à la tuerie et à la mort et d'apporter un peu de normalité dans l'horreur de la guerre. Les cessez-le-feu n'ayant pas été ordonnés mais instaurés par les soldats eux-mêmes, cela constituait une infraction. Mais des deux côtés, il n'y a eu aucune preuve d'une suite disciplinaire, bien au contraire, la presse des deux camps en a même parlé, et personne ne l'a vraiment gardé secret. Bien qu'il s'agisse en fait de l'ennemi avec lequel il fraternisait à ce moment-là, qui, peu de temps auparavant, avait encore volé un membre de la famille de l'un ou de l'autre. Depuis lors, il n'y a plus eu de démarche similaire. On a bien tenté, en 1915 années de guerre, de répéter une telle trêve, mais celle-ci a été empêchée sous la menace de poursuite devant le tribunal militaire. À partir de 1916, toute trace d'une telle tentative a disparu. Elle est redevenue une zone de combat direct, comme avant Noël 1914. La guerre est l'une des choses les plus terribles que les hommes puissent faire aux autres. Elle n'apporte que souffrance, terreur et tristesse, et elle sert à imposer ses propres intérêts à l'autre camp. C'est la seule raison. Mais beaucoup ne se rendent pas compte de ce que cela nous coûte. Regardons à quelques kilomètres de là, en Ukraine. Combien de familles ont déjà été séparées, combien ont perdu leurs proches, et combien tout cela coûte-t-il ? Du côté russe, un événement tout aussi triste s'est produit aujourd'hui, à Noël. Aujourd'hui, ils ont sans doute atteint 1,2 million de victimes mortes uniquement à cause de cette guerre d'agression insensée. Et pourquoi ? Pour 20% de l'Ukraine qui en plus se défend et n'a même pas commencé cette guerre. Et de l'autre côté, nous avons de nombreuses familles ukrainiennes qui périssent lors des attaques nocturnes de drones russes. Et beaucoup d'enfants qui sont nés pendant cette guerre et qui ne connaissent rien d'autre. Car ils ne connaissent pas la paix puisque la guerre dure déjà bien trop longtemps. On peut donc beaucoup parler et beaucoup discuter, ou bien agir. Pour sauver des vies, j'ai récemment lancé une collecte de fonds, comme plusieurs fois auparavant. Celle-ci doit sauver des vies, surtout celles de ceux qui ne voulaient pas cette guerre et qui en sont pourtant devenus les victimes. Comme auparavant, nous collectons des fonds pour des ambulances. Vous pouvez y contribuer et surtout, aujourd'hui encore, faire une bonne action. Le plus grand don recevra un drapeau War and Tactic signé de ma part.
Et en plus, au lieu de donner 4 centimes pour chaque nouvel abonné, aujourd'hui je donnerai 10 centimes. Toutes les informations, PayPal et les coordonnées bancaires se trouvent tout en haut de la description de la vidéo. Joyeux Noël, n'hésitez pas à me ruiner. Et un remerciement particulier va aux membres de la chaîne Algo Crew et surtout au lieutenant-colonel Rennecke, Robert Ziller et Dietrich.